Le nord-est du Brésil, toujours comme un état de non-droit. En réponse aux scènes quotidiennes de violence, 500 membres des troupes fédérales sont déployés. Mais le calme est loin de revenir. Les violences ont continué ces derniers jours, affectant fortement la vie quotidienne des habitants. Les transports en commun sont perturbés, la collecte des ordures interrompue et l'électricité coupée par endroits. Le très névralgique secteur de cette partie du pays, le tourisme, en paie aussi le prix fort. Depuis le 2 janvier, les autorités locales ont recensé près de 200 attaques dans 43 villes du Ceará, État pauvre au cœur des régions semi-arides du nord-est, et plus de 300 personnes interpellées. Une flambée de violence exceptionnelle causée par l'annonce par le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire du durcissement des conditions de détention, empêchant du coup des membres de factions criminelles de continuer divers trafics depuis les prisons. La crise actuelle dans l'État du Ceará est le premier grand test en matière de sécurité pour le gouvernement Bolsonaro, entré en fonction le 1er janvier et qui a promis une ligne dure contre la criminalité. Dans l'un de ses tweets ce week-end, il a cité un projet de loi d'un sénateur qui prévoit de redéfinir avec plus de précision le type de conduite pouvant être qualifié de terrorisme. À plusieurs reprises, pendant la campagne électorale, Bolsonaro avait manifesté son intention de faire en sorte que soient aussi qualifiées de terrorisme les occupations foncières par des organisations comme le MST, le mouvement des travailleurs ruraux sans terre. Nous allons continuer de travailler avec nos alliés et nos partenaires pour parvenir à un Moyen-Orient stable et prospère, y compris le Liban. Nous avons tous vu nos réussites en tant que coalition, dont fait partie le Liban, pour détruire l'État islamique. La communauté internationale regarde avec attention l'état de la formation d'un gouvernement au Liban. Le choix d'un gouvernement revient seulement aux Libanais, mais le type de gouvernement choisi nous concerne tous, nous qui voulons la stabilité et la prospérité du Liban, de la même manière que l'incapacité des Libanais à faire un choix. Des réformes économiques cruciales attendent alors que l'obstruction ralentit l'économie et met en danger le pays. Nous encourageons le gouvernement des affaires courantes à avancer là où il peut, en particulier sur l'économie, pour éviter plus de dégâts et maintenir la confiance internationale. Le président du comité olympique japonais, dont les déboires judiciaires posent désormais la question de son maintien au sein du comité international olympique, est soupçonné d'avoir autorisé deux versements suspects pour un total de 2,8 millions de dollars singapouriens, soit 1,8 million d'euros en 2013 pendant la campagne de candidature japonaise. En septembre 2013, à Buenos Aires, Tokyo avait décroché ses Jeux par 60 voix contre 36 pour Istanbul. Dans une déclaration qu'il a lue devant la presse ce mardi, il a assuré être innocent et vouloir le démontrer à la justice française en coopérant pleinement à l'enquête en cours. À la demande des autorités françaises, j'ai passé une audience le 10 décembre à Paris où j'ai répondu à l'ensemble des questions posées pour prouver mon innocence. Je suis vraiment désolé que ce problème puisse affecter le mouvement olympique, le comité d'organisation et toutes les personnes impliquées dans des préparatifs menés avec brio en vue de l'organisation des Jeux de 2020. Quant au comité d'organisation de Tokyo 2020, il dit dans un bref communiqué ne pas avoir les moyens de connaître les détails des activités du comité de candidature puisque l'instance d'organisation n'a été créée qu'après la sélection de Tokyo. Ils étaient des milliers de Tunisiens à défiler drapeau en main sur l'avenue Bourguiba de Tunis. La manifestation qui marque le 8e anniversaire de la Révolution de 2011 est un hommage aux victimes de la Révolution. Je suis venu avec mes enfants pour célébrer la Révolution et leur apprendre ce qui s'est passé pendant la Révolution. En vérité, la Révolution continue et n'a pas concrétisé la majorité des objectifs des jeunes. La journée a été marquée par l'appel de l'UGTT, le puissant syndicat de la Tunisie, à la grève générale dans la fonction publique ce jeudi. Du côté du pouvoir, on appelle plutôt à la retenue.
Il faut qu'on empêche coûte que coûte ces choses-là. Si Dieu le veut, nous espérons pouvoir la limiter. Il y a encore 3 jours avant le jeudi, jour prévu de grève, nous allons essayer de sortir de cette situation. Les festivités ont eu lieu dans un contexte de tensions sociales persistantes. La révolte populaire de janvier 2011 avait été déclenchée par l'immolation par le feu le 17 décembre d'un jeune vendeur ambulant de Sidi Bouzid, excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Le soulèvement a fait 338 morts et plus de 2100 blessés. 8 ans plus tard, la Tunisie apparaît comme l'unique rescapé du printemps arabe, mais la jeune démocratie reste engluée dans la morosité sociale. Plusieurs journalistes ont été pris à partie lors des manifestations de Gilets bleus dans l'Hexagone et un agent de sécurité qui accompagnait une équipe de reportage a été frappé à Rouen. Alexis Levrier, historien des médias, met en cause les discours de certains hommes politiques et leaders de Gilets jaunes qui entretiennent cette détestation. Le référendum de 2005 a eu une place très grande dans ce discrédit des médias dominants. Parce que c'est vrai que toute la campagne du oui a été orchestrée par les médias dominants, tous les éditorialistes étaient favorables à ce référendum, et du coup on était dans une période où Internet était en plein essor. Internet est devenu le camp du non, c'est devenu le média alternatif où, sur des blogs, sur les débuts des réseaux sociaux, chacun allait exprimer sa rancœur à l'égard des médias dominants et les raisons pour lesquelles il fallait voter non. Donc cette fracture qui n'a cessé de s'amplifier, qui n'a jamais été résorbée véritablement, on l'a aujourd'hui qui nous explose en pleine figure. Je crois que dans la rancœur que les Gilets jaunes ont à l'égard de ces médias dominants, il y a l'idée que finalement on ne montre que la violence des Gilets jaunes et pas assez celle qu'ils subissent eux-mêmes. Donc il y a peut-être effectivement un rééquilibrage à opérer de ce point de vue-là, mais quand même, pour que les Gilets jaunes puissent se plaindre des médias, il faudrait plutôt que les médias les boudent, et c'est le contraire qui se produit. Aucun mouvement social récent n'a bénéficié d'une telle médiatisation. Le ministre français de la Culture a dénoncé un ignoble lynchage, tandis que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a poussé un coup de gueule dans le même sens. Oui, monsieur, Les villes australiennes ont été parmi les endroits les plus chauds sur la planète cette semaine. Les animaux se rafraîchissent avec des glaçons aux poissons et des bains de boue pour combattre la canicule. Les prévisionnistes ont annoncé des températures records avant le week-end. À certains endroits, les températures étaient proches de 50 degrés Celsius. Les éléphants se débrouillent plutôt bien quand il fait chaud. Ils adorent se rouler dans la boue, aller dans les bassins, se mouiller et se couvrir de boue. Et c'est comme un très bon écran solaire pour eux aussi. Alors, ils passent la majeure partie de la journée à manger et dès qu'ils ont fini, ils vont directement se rafraîchir dans l'eau. Les températures élevées ne sont pas inhabituelles en Australie, plus précisément dans l'hémisphère sud, et les feux de brousse sont fréquents. Mais les changements climatiques ont entraîné une hausse de température au sol et en mer, engendrant des journées plus chaudes et des saisons de feu très violentes. Les températures nocturnes devraient également rester élevées avant un changement rapide vers les conditions plus froides à partir de jeudi. On estime que près d'1 million de poissons sont morts sur les rives d'un important réseau hydrographique. Les autorités ont averti que de nouvelles morts sont à venir si la température continue à monter en flèche. Les députés britanniques ont massivement rejeté l'accord de Brexit négocié par la première ministre Theresa May avec Bruxelles. Ce texte n'a satisfait ni les europhiles ni les eurosceptiques désireux d'une rupture plus nette. Ce n'est pas vraiment une surprise. Je ne pensais pas que l'accord serait adopté. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'espère qu'il y aura un deuxième référendum. Ce serait la meilleure option selon moi. De toute évidence, il va y avoir une sortie sans accord et je pense que nous allons avoir économiquement du mal pendant 4 ou 5 ans. Mais c'est comme ça, c'est une décision que le peuple a prise. Je ne suis pas d'accord avec cette décision, mais c'est cela qui a été voté. J'en ai marre.
Parce que les politiciens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils se fichent des travailleurs comme moi. Tout ce qui compte pour eux, c'est l'argent. À présent, ce vote plonge le Royaume-Uni et l'Union européenne dans l'incertitude à 2 mois et demi de la date prévue du Brexit, le 29 mars. Pour Theresa May, l'accord de divorce est le seul et le meilleur possible. Malgré sa sévère défaite au Parlement, elle a prévenu qu'il n'y avait pas d'alternative possible. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte s'est rendu au Tchad où il a parlé de la lutte contre la traite des êtres humains, de la prévention des menaces terroristes et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays avec le président Idriss Déby. L'Union européenne ne peut pas être soumise au trafic illégal de vies humaines. Elle ne peut être submergée par cette cruelle réalité, mais elle doit l'empêcher, tout comme elle doit prévenir les menaces terroristes. Votre pays a pris toutes les mesures des actions fortes que nous menons sur les différents théâtres d'opération en but d'endiguer la menace terroriste aussi bien dans le bassin du Lac que dans la bande sahélienne. Je salue votre engagement et nous comptons sur Je salue votre engagement à soutenir des projets concrets dans le domaine des énergies renouvelables, de l'agriculture, de l'élevage, ainsi que le renforcement des capacités dans les différents domaines. Le Tchad est l'un des États africains engagés dans la lutte contre les organisations djihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest. À ce titre, il a reçu en novembre des États-Unis, grand allié d'Israël, des véhicules et navires militaires d'une valeur de 1,3 million de dollars, environ 1,15 million d'euros. Dans son épais rapport mondial, l'ONG Human Rights Watch accorde une large place au Brésil. Dans le chapitre « Le côté sombre du régime autocratique », elle avertit que ce pays a élu comme président quelqu'un qui pose de grands risques à la sécurité publique et qui prône ouvertement l'usage d'armes létales par la police et les membres des forces armées dans un pays rongé par un taux élevé d'homicides. Quelques 64 000 homicides ont été enregistrés au Brésil en 2017, en majorité par arme à feu, et la police a été responsable de plus de 5 000 morts, dans certains cas des exécutions extrajudiciaires, selon l'ONG. Le président a récemment libéralisé la détention d'armes à feu dans le pays, soi-disant pour permettre aux gens bien de se défendre. D'une manière générale, l'Amérique latine vit un retour en arrière en matière de droits de l'homme et n'a pas de bons résultats. Human Rights Watch déplore aussi les très mauvaises conditions de détention dans de nombreuses prisons, les menaces à la liberté d'expression, aux droits des groupes vulnérables et des atteintes aux droits du travail. Bientôt, les gouvernements qui entravent la justice ou qui ne luttent pas contre la fraude et la corruption risquent la suspension des fonds de l'Union européenne. Ainsi en a décidé le Parlement européen qui s'est prononcé en faveur d'un règlement à travers un vote qui s'est soldé par 397 voix pour et 158 voix contre. Le règlement adopté constitue la position du Parlement européen. Il doit désormais entrer en négociation avec le Conseil de l'Union européenne qui n'a pas encore défini sa position. Le fruit de ces négociations devra ensuite être voté avant l'entrée en vigueur. En cas de violation des règlements, une suspension ou réduction des paiements européens devrait être approuvée par le Parlement et le Conseil avant d'être mise en œuvre. Le gouvernement mis en cause devra quand même poursuivre la mise en œuvre du programme ou du fonds de l'Union européenne concerné et effectuer les paiements destinés aux bénéficiaires finaux, tels que les chercheurs ou les organisations de la société civile. Initiateur de tout texte législatif dans l'Union européenne, la Commission avait proposé en mai cette création inédite d'un lien entre le versement de fonds européens et le respect de l'état de droit.